Bonjour et bienvenue sur Belgahai. Belgahai, c'est aussi l'activité culturelle des Arméniens de Belgique. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre écrit en Belgique sur les Arméniens. Et pour en parler, j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir aujourd'hui son auteur, Grégoire Jacquian. Grégoire, bonjour. Bonjour Nicolas. Euh, Grégoire que je connais de longue date et qu'on va tutoyer aujourd'hui. Donc Grégoire est un avocat d'affaires, on peut dire un avocat de haut vol. Tu peux m'interrompre si je me trompe dans ta présentation ou si tu voudrais ajouter Mettons quelque entre chose. parenthèses de haut vol peut-être. Voilà, avec des parenthèses autour de haut vol. C'est très important, un ancien président de l'Assemblée des Arméniens de Belgique, un membre très actif, un participant très actif à la vie des Arméniens en Belgique. Son père, pour parler de son père, était lui aussi était sans doute la plus grande personnalité de la communauté arménienne de Belgique de son vivant, puisqu'il n'est plus avec nous, et c'est l'un des pionniers de la reconnaissance du génocide des Arméniens en Belgique. Grégoire est aussi l'initiateur de projets originaux, de projets un peu décalés, un peu d'avant-garde parfois, et notamment en 2015, cette conférence sur les justes qui a eu lieu à l'ULB, qui a cherché à mettre en valeur le rôle de Turcs ou de musulmans plus généralement en Turquie, qui auraient agi pour sauver des Arméniens ou pour les empêcher d'être attrapés. Il va sans doute nous parler d'autres projets dans cet esprit-là. C'est un ami, je l'ai dit, nous nous connaissons depuis longtemps. Et donc il a sorti, fin 2025, ce livre, Le génocide des Arméniens de 1915, pour une sortie de minorité. Je pense que le sous-titre est important. C'est aux éditions Ballant. Et c'est bien sûr de ce livre que nous allons parler. C'est un essai, ce livre. Ce n'est pas un livre d'histoire. Ce sont des idées qu'il partage, des idées richement documentées. Il puise largement dans les auteurs et dans la pensée européenne. Il parle des idées qui circulent dans le monde arménien et qui inspirent les Arméniens. C'est un livre personnel. Et je vais essayer de résumer très rapidement l'argument avant de te céder la parole. Alors, l'argument central du livre est que la diaspora arménienne doit sortir d'une position de minorité victimaire, structurée, centrée sur la mémoire du génocide de 1915. Alors, il ne propose pas d'oublier le génocide, encore moins de le nier, mais on va dire de passer à autre chose. Donc il invite la diaspora à ne plus organiser son identité uniquement autour de l'injustice qui n'a pas été réparée, mais de se dégager des fictions dans lesquelles elle évolue et qui prolongent une condition de minorité. Alors, tu parles en particulier, Grégoire, de trois virtualités. Et peut-être, donc, il y a la tentation victimaire, la possibilité de la justice et l'unité du monde arménien. Est-ce que je peux te passer la parole et te demander de présenter l'argument du livre, l'argument central du livre toi-même? Mais, merci d'abord Nicolas de me donner la parole à l'occasion de la publication de cet essai qui est un essai critique non pas au sens de la destruction mais au sens dialectique, critique pour tenter de faire bouger les lignes de la pensée que j'ai trouvée fort sclérosée depuis des décennies. Alors l'argument du livre, tu l'as parfaitement résumé. La diaspora arménienne, et peut-être à titre de préambule, je voudrais préciser que ce livre est principalement adressé à ce que l'on appelle la diaspora traditionnelle, c'est-à-dire la diaspora qui s'est installée en Belgique, en France, en Europe occidentale ou aux États-Unis, dans le sillage du génocide. Et dans le livre, c'est l'un des avertissements préliminaires du livre. Dans ce livre, par diaspora, j'entends donc cette diaspora traditionnelle et non pas la diaspora plus récente, économique, principalement, qui vient d'Arménie. Alors, pensée sclérosée de l'ancienne diaspora, Denis Donican a une expression qui est un peu incisive, mais que j'ai fait mienne. Il parle d'une amputation de la pensée diasporique. Et c'est face à cette amputation de la pensée diasporique qu'est née
l'idée de cet essai critique. Alors, je suis parti du constat que aucune pensée articulée au sens des sciences humaines n'a été érigée ou développée depuis des dizaines d'années, et je suis parti d'un triple constat que tu as brièvement esquissé. Le premier, c'est une tendance à la victimisation. Les Arméniens de la diaspora se considèrent, à tort selon moi, encore comme des victimes du génocide, et on pourra développer ce point. Deuxième élément de cette fiction dans laquelle se complaisent les Arméniens de la diaspora, la croyance en une justice pénale et ou civile qui me paraît être absolument inaccessible aujourd'hui. Et enfin, le mythe de l'unité ou de l'unicité de la nation arménienne. Par unité ou unicité, je l'entends au sens sociologique d'ailleurs, que la diaspora et ou les Arméniens constitueraient un ensemble homogène, sans distinction de diaspora, de type de diaspora, de géographie diasporique, d'histoire diasporique. Et dans le livre, je prends deux exemples qui mettent en relief ce mythe de cette totalité de la nation arménienne, totalité qui débouche rapidement sur totalisation, voire totalitarisme de la pensée. Deux exemples tirés de deux événements particuliers qui remontent à 2015. Le premier, c'est la canonisation par l'Église arménienne de toutes les victimes du génocide. Et le second, c'est une déclaration panarménienne du gouvernement de l'époque de la République d'Arménie, toujours de 2015. Donc, oui. Trois virtualités qui sont générées par le sentiment et la réalité d'une injustice induite par le génocide. Et ces trois virtualités génèrent des effets réels que je m'attache à décrire également dans le livre. Alors, pour développer sur les deux exemples que tu donnes, oui. Donc tu parles de la canonisation des victimes du génocide en 2015, et puis aussi de la déclaration panarménienne. En quoi est-ce qu'elles illustrent ta critique, ou l'objet de ta critique? Alors, commençons par la canonisation. Comme certains le savent parmi les auditeurs, le 23 avril 2015, l'Église arménienne a canonisé 1,5 million de victimes du génocide. Oui. Cela veut dire que dans cette tentative totalisante sont happés les athées, parce qu'il y avait des athées parmi les victimes, et les salauds, parce qu'il y avait nécessairement des salauds parmi le 1,5 million de victimes. Nous n'étions pas des saints par nature avant la commission et la perpétration du génocide. Par conséquent, je considère qu'il y a là un double constat à faire. Le premier, c'est que l'Église, et ce n'est pas du tout une accusation théologique ou une accusation philosophique à l'endroit de l'Église, mais c'est plutôt un regard critique, sociologique ou philosophique, l'Église a décidé de canoniser 1,5 million de victimes au seul motif qu'elles étaient victimes, sans avoir eu égard à ce qu'elles ont fait ou à même ce qu'elles étaient. Deuxième constatation inhérente à cette canonisation, je n'ai entendu au sein de la diaspora, mais je peux me tromper, jusqu'à présent personne ne m'a contredit sur ce point, je n'ai entendu aucune voix s'élever contre cette canonisation. Et donc on a affaire à une double totalisation, d'une part du fait de l'Église, qui amasse dans son chalut 1,5 million de victimes pour les canoniser, et une deuxième totalisation qui est ce silence diasporique qui n'a pas réagi, qui ne s'est pas ému face à cette canonisation. Ça, c'est le premier des deux événements. L'absence de critique vaut complicité de la part de la diaspora. Je ne sais pas si ça vaut complicité, mais c'est la démonstration ou l'expression d'une absence de remise en question, d'une absence de doute qui s'institue et qui se fige. C'est un réflexe qui se fige. La diaspora a perdu l'habitude de remettre en question ce qui lui paraît être des évidences. Donc ça, c'est le premier des deux éléments de cette totalisation. Le second, c'est une déclaration panarméenne qui tient en plusieurs points, en plusieurs considérants de la République d'Arménie. Et dans cette déclaration pan-arménienne, et l'adjectif dit tout, pan-arménienne, de nouveau, c'est une volonté, un élan totalisateur. Il est fait amalgame
on totalise, on rassemble dans un même ensemble, sans aucune forme de distinction, les Arméniens d'Arménie, les Arméniens des diasporas, sans tenir compte des types de diaspora, sans tenir compte de l'histoire de ces diasporas. Et j'ai relevé, notamment dans mon essai critique, une expression qui m'a fait réfléchir. Il est question dans cette déclaration panarménienne, je cite, de rêve des Arméniens. Comme si les Arméniens avaient tous le même rêve, comme si dans nos nuits, chacun nous rêvions de la même chose. Et de nouveau, il y a une tentation de considérer que chaque Arménien devrait faire le même rêve. Et je considère qu'il est temps de revenir à une pensée plus individuelle, fondée sur un libre arbitre, sur la critique, sur le doute, tant d'un point de vue des victimes que d'un point de vue des membres de la diaspora aujourd'hui. D'un point de vue des victimes, rendre à chaque victime son identité, éviter de l'amalgamer dans un ensemble abstrait. Et du côté des membres de la diaspora, faire de chaque membre de la diaspora, comme disait Pascal, un roseau penseur et non pas un chêne monolithique qui reçoit sans réaction des oukases, des instructions ou des ordres de pensée. Alors, s'il s'agit d'encourager tout le monde à penser et de critiquer l'absence de débat, critique, on peut dire, au sein de la diaspora, je n'ai rien à rajouter à ce constat et à cette aspiration. Mais je ne peux pas m'empêcher de noter que les deux exemples que tu donnes sont des exemples qui viennent d'Arménie, non pas de... donc, tu disais que ton livre s'adresse principalement à la diaspora traditionnelle. Mais ces deux exemples viennent d'Arménie. Le Catholicos, donc cette canonisation du fait de l'Église arménienne se trouve à Etchmiadzin, à côté de Yerevan. Le gouvernement arménien qui a fait adopter cette... Alors j'étais là pour cette déclaration panarménienne. Je te rassure, il n'y a aucun débat, aucun vote. C'est le gouvernement qui adopte cette déclaration au nom de l'ensemble des Arméniens, absolument, dans une forme de démocratie qu'on pensait désuète. Mais donc, dans ces deux cas, en réalité, ta critique s'adresse aux autorités en Arménie. Ma critique s'adresse en partie aux autorités en Arménie, mais également aux destinataires de cette décision. La canonisation concerne les victimes. Or, les aïeux, les ancêtres des membres de la diaspora sont des victimes. Donc la diaspora est évidemment concernée par cette canonisation du 1,5 million de victimes. Oui. S'agissant de la déclaration panarménienne du gouvernement, de nouveau comme l'adjectif l'indique, panarménienne vise les Arméniens d'Arménie, mais également, si on lit la déclaration, les Arméniens du monde entier. D'où cette référence au rêve de tous les Arméniens. D'où cette référence à plusieurs considérants et à certains passages de cette déclaration aux membres des diasporas arméniennes réparties dans le monde. Et pour revenir à cette déclaration, à cette canonisation, j'avais relevé un vers d'Apollinaire. Le vers tenait dans les mots suivants, et je restitue de mémoire: le culte des morts parvient même à diviser les saints. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Je pense aux vrais saints de l'Église arménienne. Oui. Et j'ai fait des recherches, il n'y en a pas tellement que cela. Ces vrais saints devraient faire quand même quelques cumulés dans leur tombe en ayant appris qu'1,5 million de victimes. Défendre leur statut de saint et la dignité de leur statut. Et s'agissant de la déclaration panarménienne, il y a là une tentative de totalisation de l'arménité. Et en cela, les membres de la diaspora sont directement concernés également. Ils sont concernés, mais ils n'en sont pas l'auteur de cette initiative. Non, mais ils en sont les destinataires. Les membres de la diaspora sont les destinataires directs et ou indirects selon les passages de la déclaration panarménienne. Quant à la décision de canonisation, les membres de la diaspora sont, eux, directement concernés, puisqu'encore une fois, leurs aïeux, leurs ancêtres étaient des victimes du génocide. Je ne sais pas si mon arrière-grand-père ou mes aïeux étaient des saints. Je l'ignore, je ne les connaissais pas. Oui. Mais je serais curieux de savoir comment est-ce qu'ils auraient réagi si on avait décidé de les canoniser. S'ils se seraient autorisés à prétendre ou à postuler au statut de sainteté. J'ai des doutes. Pour les croyants. Oui, je ne suis pas
comment dire, je ne suis pas expert en matière de sainteté ou de canonisation, donc je m'abstiens de juger sur le fond, mais en restant en Bien sûr. utilisant ça comme un exemple. J'ai un petit peu le sentiment que la diaspora, qui est, comme tu le dis toi-même, qui n'a aucune unité, qui est une vaste collection d'individus, de courants d'idées, d'organisations diverses et ainsi de suite, d'histoires très différentes les unes des autres, justement parce qu'elle n'a, par définition aussi, pas un gouvernement, un représentant, elle ne peut pas parler d'une seule voix, et donc elle ne peut pas donner sa propre version. Elle ne pouvait pas répondre à ces déclarations, que ce soit celle de l'Église ou celle du gouvernement. Par conséquent, on peut accuser la diaspora de tous les maux parce qu'elle n'a pas une voix. Est-ce que ce n'est pas aussi ça le problème? Je ne le pense pas. Je pense que la diaspora est suffisamment mûre pour se prononcer sur certaines questions qui la touchent directement ou indirectement. À ma connaissance, les institutions diasporiques, que ce soit en Belgique ou en France, ne ratent pas une occasion de rendre publique une de leurs décisions, ou ne manquent pas une occasion de critiquer une décision du gouvernement arménien, quels qu'aient été les gouvernements arméniens qui se sont succédés depuis l'indépendance. Donc la diaspora, lorsqu'elle le veut, ou lorsqu'elle le peut, et mon problème c'est On va peut-être lorsqu'elle dire le les peut. organisations ou les personnalités de la Absolument, diaspora. Oui. tout à fait, parce que évitons également de tomber dans le piège de la totalisation, et c'est également une remarque de mon essai. La diaspora ou les institutions ou les membres de la diaspora, soit de manière associative, organisée, soit à titre personnel, ont été muets. Or, si nous reprenons l'histoire des déclarations successives ou des prises de position successives de la diaspora, il est facile de relever que celle-ci n'a jamais eu peur de prendre attitude en pour ou en contre à l'égard d'une décision, d'une absence de décision d'un gouvernement ou du catholicos. Oui. Je vais juste ajouter un Bien exemple personnel que j'ai Oui. vécu personnellement. Comme tu le sais, pendant Tout à 8 fait. ans, j'ai dirigé l'UGAB Europe, qui est une organisation importante de la diaspora. Oui. Et il se trouve que cette organisation, en 2009-2010, le gouvernement arménien avait conclu un accord avec le gouvernement turc visant à la normalisation des relations. Alors, il y avait toutes sortes de problèmes dans cette négociation, notamment est-ce que l'Arménie renonçait à la reconnaissance du génocide et d'autres. Toujours est-il que donc il y avait une certaine opposition à la fois en Arménie et dans la diaspora à cet accord, mais l'UGAB Europe s'est prononcé immédiatement dès la conclusion des accords en faveur. L'UGAB mondial s'est prononcé en faveur de ces accords de normalisation avec la Turquie. Néanmoins, quand je retournais en Arménie, on me disait la diaspora est contre ces accords. Je disais mais mon organisation qui est sinon la plus grande de la diaspora, au moins une organisation très importante, a été immédiatement favorable. Comment peut-on dire de manière globalisante la diaspora est contre? Et donc j'ai beaucoup vécu avec ces globalisations abusives. Donc je suis très méfiant par rapport à ça. Mais je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Sinon, je passe à la question Non, suivante. tout à fait. Oui. Non, ça illustre les difficultés et les défis d'une diaspora à se structurer, à s'organiser, à représenter ou à être représentée. Et à choisir les thèmes sur lesquels ces institutions vont s'exprimer. Ça aussi. Oui. Alors, le sous-titre du livre, c'est Une sortie de minorité. Alors, je voudrais mettre l'accent là-dessus et t'inviter à développer ce thème-là. Est-ce que, au fond, l'identité arménienne en diaspora, qu'elle soit ou non liée au génocide, est-ce qu'elle n'est pas minoritaire par construction, par définition? Qu'est-ce que ça veut dire d'être arménien en diaspora ou d'être arménien en Europe sans être minoritaire? C'est une vaste question, Nicolas. Commençons peut-être par mon début. Pas par le début, mais par mon début. Trop longtemps, me semble-t-il, les membres de la diaspora se sont arc-boutés ou articulé leur comportement ou leur réflexion autour de deux pôles. Le premier pôle, c'est l'exception, et le second pôle, c'est l'horizon. Je m'explique. Exception. Souvent, les Arméniens ont invoqué le génocide pour tenter d'obtenir des dispositions
légales et ou réglementaires de leur État national en vue de soutenir la thèse du génocide, trop souvent. Donc c'est l'exception. Parce que mes aïeux, je donne un exemple, parce que mes aïeux ont Mon été statut victimes, de victime me donne un droit. parce que mes aïeux ont été victimes d'un génocide, je suis moi-même une victime, et par conséquent, en tant que victime, j'ai droit à un traitement exceptionnel, c'est-à-dire dérogatoire aux règles du droit commun. Ça, c'est le génocide. Et je vais donner des exemples. Les membres de l'IASPORA invoquent un statut d'exception. Premier pôle, donc, l'exception. Deuxième pôle, l'horizon. Trop souvent également, les membres de la diaspora ont pour seul horizon de leur engagement social, de leur comportement social, l'horizon du génocide. Et donc, pour moi, la minorité, c'est un comportement en société, dans la cité, diraient les philosophes ou les sociologues, uniquement fondé sur le génocide qui lui-même leur permettrait de prétendre à des exceptions et à justifier le caractère exclusif de leur engagement centré autour du génocide. Et je donne ainsi quelques exemples dans le livre. Alors pourquoi minorité? Parce que de nouveau, c'est le comportement de certains membres, et ce n'est évidemment pas propre à la diaspora arménienne, de se considérer minoritaire au risque de faire prévaloir, et c'est ici qu'on est en plein dans la notion de minorité, au risque de faire prévaloir leur intérêt propre sur celui de la cité, sur celui plus général de l'État auquel ils appartiennent. Alors, est-ce que tu peux illustrer cette idée pour qu'on comprenne mieux sur base d'exemples, par exemple? Tout à fait. Premier exemple, c'est ce que j'appelle une forme de schizophrénie communautaire ou un risque de basculement vers le communautarisme. Par exemple, lors des élections en Belgique, et je sais, Nicolas, que tu es bien placé pour entendre ce que je vais dire, mais ça ne te concerne pas, ne rendons pas la discussion ad hominem. Oui. Trop souvent en Belgique, les Arméniens dans la diaspora ou les Belges d'origine arménienne votent pour un candidat au seul motif de sa position relativement au génocide ou aux lois criminalisant les propos négationnistes, en faisant abstraction de tout le reste du programme. Donc non pas pour des Arméniens, mais pour des personnalités politiques qui adoptent la position qu'ils font sur le génocide. Absolument, oui. Sans tenir compte du reste du programme du candidat qui se présente aux élections. Et j'ai un exemple très précis en tête que j'ai donné il n'y a pas longtemps. Par exemple, en Belgique, notre génération a connu Willy Cuypers. Willy Cuypers, c'était un homme politique flamingant, oui, qui appartenait à la Volksunie, qui était extrêmement favorable aux doléances et aux souffrances des Arméniens. Et qui a été très actif pour la reconnaissance du génocide par le Parlement européen. Absolument. Et donc, beaucoup d'Arméniens, lorsqu'ils le pouvaient, ont voté pour cet homme sans tenir compte de son programme politique et sans tenir compte de la ligne politique de son parti. Autre exemple beaucoup plus récent, en France, il y a eu des élections municipales et le CCAF, par la voix de l'un de ses deux coprésidents, a donné des instructions de vote. Alors c'est très curieux, parce qu'à Paris, les instructions de vote penchaient vers Madame Hidalgo, qui est une maire socialiste. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris parti, elle avait soutenu activement, et vraiment à son honneur, les Arméniens, et les Arméniens plus particulièrement du Karabakh. Mais à Marseille, l'instruction de vote portait sur Madame Vassal, qui faisait partie du parti Les Républicains, dont le programme politique est à l'opposé de celui de Madame Hidalgo. Oui. Et donc, le membre de la diaspora à Paris devait voter socialiste au motif que Madame Hidalgo soutenait les Arméniens, tandis que le membre de la diaspora à Marseille devait voter pour Madame Vassal au même motif. Oui. Mais sans tenir compte du programme de ces candidats. Par ailleurs. Et il s'agissait ici d'élections municipales. Donc, où il est question de l'entretien des rues, de la sécurité, de l'éducation, des cantines. Et donc, il y a toute une série d'autres priorités citoyennes qui auraient pu interférer dans la prise de position, dans ces instructions de vote. Donc, c'est une forme de dérive qui
risque de faire pencher du statut de communauté à communautarisme, parce que c'est l'intérêt propre de cette communauté qui devrait primer sur l'intérêt général. Ça, c'est un exemple de particularisme ou de schizophrénie communautaire ou citoyenne, une citoyenneté que je qualifie de citoyenneté minorée. Et, Oui, pardon. Et encore une phrase, ce mode de comportement n'est pas propre aux Arméniens. Oui, loin de là, c'est un peu ce absolument que je pas voulais propre. souligner. Il Oui, n'est oui. pas propre aux Arméniens. Ce qui rend la discussion ouverte, la boîte de Pandore que j'ouvre dans ce livre, la discussion s'ouvre à d'autres communautés ou à d'autres minorités. Et j'ai eu un débat il y a quelques semaines avec des représentants notamment d'associations LGBT ou de membres de la diaspora juive de Belgique qui sont confrontés exactement à la même difficulté. Bien sûr. À partir de quand l'intérêt personnel, l'intérêt communautaire doit primer sur l'intérêt commun? Et donc il y a un risque de fracture, de fragmentation de la cohésion sociale ou de violation ou de détournement du contrat social qui nous lie. Mais c'est intéressant de souligner que c'est une dérive générale dans nos sociétés Oui. Et pas une dérive particulière spécifique aux Arméniens. Au contraire, Absolument. moi j'aurais dit que les Arméniens étaient plutôt en retard sur le mouvement. Personnellement, j'ai adopté certains comportements communautaristes ou communautaires en voyant que c'est la manière dont on faisait de la politique en Belgique. Mais les Arméniens avaient 15 ans de retard, je pense, sur la société par ailleurs. Absolument. Et par ailleurs, je pense qu'il faut faire la distinction entre le comportement des individus et celui des organisations. Les Arméniens qui vivent ici, qui sont électeurs, qui travaillent, qui utilisent les rues, les transports en commun, qui payent des impôts, ne peuvent pas en conscience ne tenir compte que des questions arméniennes, que de la cause arménienne. Ne devraient pas en conscience. Ne devraient pas. Mais pas. je crois que la plupart ne le font pas. Contrairement à toi. Mais c'est un débat. Voilà, il faudrait faire des sondages pour le savoir. En revanche, que les organisations donnent des consignes de vote ou fassent des commentaires, prennent des positions par rapport aux questions spécifiquement arméniennes dans l'espace public, c'est leur vocation. On ne demande pas à Amnesty International de faire un commentaire sur, je sais pas, sur les questions environnementales ou aux syndicats de parler des droits de l'homme. Enfin, si, ils vont parler des droits de l'homme au Bangladesh, mais oui. Bref, c'est un petit peu chaque organisation a son mandat et quand elle donne des consignes de vote ou commente le débat politique, c'est dans le cadre de ses préoccupations. Donc que le CCAF, qui est l'organisation fêtière arménienne en France, parle commente le bilan spécifiquement arménien de Hidalgo ou d'autres candidats, c'est un petit peu, ils sont dans leur rôle. Oui, tout à fait, ils sont dans leur rôle, mais c'est également les Arméniens ou les destinataires de ces demandes ou conseils de vote. Encore faut-il savoir quelle est l'utilité et l'efficacité de ces consignes de vote, tout à fait. Ce qui reste à mesurer. Mais en tout état de cause, ce sont aux membres des diasporas concernés à se poser la question de savoir si le seul positionnement par un élu politique, je dis bien le seul positionnement par un élu politique, justifie en soi le vote en faveur de ce candidat ou non. C'est la seule question qui se pose. Qu'on intègre sa position dans sa décision de vote, oui, bien sûr, mais que ce soit le seul facteur déclencheur, que ce soit le seul facteur déterminant, là, je m'y oppose parce que c'est la porte ouverte au communautarisme. Oui. Et c'est la porte ouverte vers un manquement à un devoir citoyen. Et je pense que ce serait la négation même de ce que, là je parle plus pour nous, notre communauté traditionnelle arménienne de Belgique, ce serait même la négation de tout ce pourquoi cette communauté s'est battue ces 100 dernières années. Tout à fait. Tout à fait. Mais est-ce qu'on a répondu à ma question? C'est-à-dire, est-ce que l'identité arménienne, je parle par rapport au choix des mots du sous-titre, est-ce que l'identité arménienne n'est pas malgré tout d'une certaine manière minoritaire? Tu as souligné dans ta réponse que le fait que nous revendiquons des droits spécifiques par rapport au génocide et que nous sommes dans nos engagements un petit peu trop focalisés sur les génocides, mais que
indépendamment de la question du génocide, être arménien ou se revendiquer d'une identité comme l'identité arménienne, est-ce que ça n'est pas être minoritaire? Je pense qu'il y a une distinction, une claire distinction à opérer sur le mot identité. À supposer même qu'un jour, tous les sociologues, tous les philosophes s'entendent sur la définition d'identité. Mais si on prend sa définition au sens commun du terme, je pense qu'il y a une double classe à opérer. Première branche de l'identité, c'est l'identité politique. S'agissant de l'identité politique, et c'est l'objet principal de l'essai critique, il ne devrait pas y avoir de sentiment de minorité. Je suis citoyen de ce pays. Mon père l'a été, ma mère l'a été, ma mère l'est toujours. Par conséquent, mon vote citoyen, mon comportement citoyen politique, j'insiste bien sur politique, est un vote, une orientation belge. Parce que sinon, on ouvre la porte aux reproches fondés de la double allégeance. Donc d'un point de vue politique, en ce qui me concerne, je ne considère pas la Belgique comme un pays d'accueil. La Belgique est mon pays. D'un point de vue, et c'est la deuxième branche de l'identité, d'un point de vue culturel, là nous pouvons admettre le concept de minorité. Et là nous pouvons admettre un travail spécifique, supplémentaire, complémentaire, à apporter ou à effectuer parallèlement à la culture majoritaire, par exemple en Belgique. Et donc j'opère une distinction entre le citoyen politique et le citoyen culturel. J'avoue que l'expression de l'ancien Premier ministre anglais Rishi Sunak est troublante. Il a expliqué un jour, je crois que c'est au Guardian, qu'il se sentait 100% britannique, 100% britannique asiatique et 100% anglais. Ça me rappelle un peu la phrase d'Aznavour qui se disait « Je suis 100% français et 100% arménien ». J'avoue que j'ai des problèmes mathématiques parce que je ne vois pas très bien comment on peut être 100% l'un et 100% l'autre. Oui. Donc ça porte ouverte à la schizophrénie. C'est pour ça que je pense qu'on peut dire qu'on est 100% politiquement membre ou qu'on appartient à 100% à une branche politique identitaire citoyenne, mais qu'on peut se démultiplier d'un point de vue culturel, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue de sensibilité, d'un point de vue historique, d'un point de vue familial, je n'y vois aucune difficulté. Oui. Mais à introduire le concept de minorité, et c'est l'objet de cet ouvrage, dans la branche politique, me paraît être une inclinaison vers la rupture du contrat social. Sinon, on va fragmenter la vie en société et on risque de faire prévaloir l'intérêt personnel sur l'intérêt du concitoyen ou sur l'intérêt national. Oui. Donc en cela, la sortie de minorité devrait s'ouvrir, se dégager sur le volet politique. Oui, oui, c'est tout à fait clair, je pense. Voilà, je pense que tout le monde l'aura compris. J'ai une question un peu plus qui concerne ta subjectivité, ta motivation. Oui. Pourquoi tu as écrit ce livre? Donc c'est un livre très personnel, inspiré par ton expérience au cours des décennies, qui est très lié certainement à ta propre approche de l'identité arménienne. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi d'écrire sur ce sujet-là? Pourquoi est-ce que ce sujet-là, au fond, te touche tellement? Il me pousse, quel beau lapsus, ce sujet m'a poussé à écrire. Pour plusieurs raisons. La première, c'est une forme de lassitude face à l'absence de réflexion critique, face à l'absence au doute. Or, ma formation professionnelle et intellectuelle est une formation articulée autour du doute et de l'abolition de la certitude. Oui. Dans mon métier, j'ai été avocat pendant 35 ans à Bruxelles et à New York, avec quelques fonctions à l'université. Par ma formation de juriste et également par ma formation partielle de philosophe, le doute est essentiel, l'autocritique est essentielle. Et j'ai souffert ces 20, ces 30 dernières années d'absence de doute, d'absence de remise en question d'axiomes, de dogmes. Oui. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, je me suis dit, lors d'un 24 avril, donc d'une commémoration du 24 avril, mais finalement, à quoi servent ces 24 avril? Tout le monde parle du devoir de mémoire, mais à quoi nous avance ce devoir de mémoire? Et dans le livre, je développe l'inutilité du concept de devoir de mémoire.
au profit du concept de devoir d'histoire. Et je dis de manière un peu provocatrice, Hitler connaissait le génocide de 1915 et ça ne l'a pas empêché de commettre la Shoah, Oui. la mémoire. Les Hutus ne pouvaient pas ignorer la Shoah et pourtant ils ont commis le génocide des Tutsis. Donc la mémoire en tant que telle ne sert à rien. C'est l'usage qu'on en fait qui peut être vertueux ou pas. C'est comme une voiture. Une voiture peut être un moyen de transport ou peut être une arme fatale, volontairement. Oui. On peut foncer avec une voiture dans un marché de Noël, comme on peut se rendre à son lieu de vacances avec une voiture. La mémoire, c'est la même chose, et donc je ne crois pas au devoir de mémoire, pas plus que je ne crois au caractère inoffensif ou offensif d'une voiture. Tout dépend de l'usage que l'on fait de la mémoire. Et donc, pour en venir au 24 avril, je me suis toujours demandé, enfin, je me suis récemment demandé ces 10-15 dernières années, à quoi sert ce 24 avril ? Et je n'ai pas eu la réponse. Est-ce que j'ai oublié mes morts ? Non. Est-ce que j'ai besoin d'un 24 avril pour oublier mes morts ? Non. Mais en revanche, ce 24 avril est utile parce qu'il est symbolique. On est tous bien d'accord sur la portée symbolique. Mais ce symbole devient un rituel. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on se souvient d'1,5 million de victimes ou bien est-ce qu'on se souvient des morts dans sa propre famille, victimes du génocide ? Et il y a une forme d'abstraction progressive avec le temps dans ces commémorations du 24 avril. On globalise de nouveau, on totalise ce 1,5 million de morts en faisant abstraction de la réalité, du caractère charnel des disparus, des victimes de nos familles respectives. Il ne m'est pas arrivé, et c'est peut-être moi le responsable ou le coupable, mais j'en ai parlé à d'autres qui m'ont avoué avoir vécu la même expérience après réflexion. Il ne m'est pas arrivé pendant les 24 avril de penser à mes arrière-grands-parents, à mes grandes-tantes. Mais je pensais de manière abstraite à ce 1,5 million de morts. Et puis, oui. Quoi faire de ce 24 avril ? J'y ai vu, moi, un moyen, un levier à utiliser pour formaliser, pour structurer, pour densifier un engagement dans la société. Et je songe à l'enseignement de Primo Levi, qui est, comme tu le sais, un rescapé malheureux, très malheureux, puisqu'il a fini par se suicider de la Shoah. Et il a dit à plusieurs reprises dans ses conférences et dans ses écrits que Auschwitz, pour lui, était une université. C'était un moyen de se rendre, d'apprendre les autres et d'essayer de se rendre meilleur. Oui. Le père de Camus disait « un homme, ça s'oblige », et moi je pense qu'un génocide, ça nous oblige. Et plutôt que de demander, de quémander, d'attendre, d'espérer, de pleurer, de formuler des griefs, je me suis dit que c'est peut-être renversons la proposition et essayons-nous de nous placer dans une position de débiteur. C'est à nous à apporter quelque chose, parce que nous avons été victimes. Et pour ceux qui souhaitent absolument se draper des atours de la victimisation, eh bien, il y a une voie qui s'offre, et c'est la voie de l'autre. Et l'autre qui ne fait pas partie des siens. C'est l'engagement dans la cité. C'est l'écoute de son prochain, non pas au sens chrétien nécessairement du terme, mais de son voisin. C'est des petites actions, par petites touches. Et dans mon livre, je fais référence à un héros d'un livre de Vassili Grossman, Vie et destin, le fameux Ikolnikov, qui, malgré l'horreur de la répression stalinienne, parvient encore à rendre service à son compagnon de dortoir. Oui. Et Grossman le décrit très bien. Et enfin, je voudrais, quand je parle de Grossman, je songe maintenant à une réflexion que Osip Mandelstam a faite lors de son voyage en Arménie, dont il a rendu compte. Il faut que je retrouve ces citations. Mandelstam, dans 1930, donc 15 ans après le génocide, est allé en Arménie. Il en a fait un compte-rendu qui est assez émouvant. Et donc voilà cet homme, ce poète juif exilé par le pouvoir soviétique en Arménie. Cet homme parle aux Arméniens. Alors, tous n'étaient évidemment pas des rescapés du génocide, puisqu'ils étaient au-delà du front. Mais certains côtoyaient des rescapés du génocide, et Mandelstam n'a pu que rencontrer certains des rescapés du génocide. Et il est frappant que dans son récit du voyage en Arménie, à aucun moment il n'est question du génocide. Aucun moment. Pourquoi ? Parce que ses interlocuteurs n'en parlent pas. Or, tous savent l'existence du génocide. Et j'ai ici cité, je vais vous citer
un passage, mais il n'est vraiment pas long, c'est 3 lignes Oui, volontiers. de Mandelstam. Il parle des Arméniens et il parle, je cite, de l'inexplicable répulsion des Arméniens pour toute métaphysique. Il parle de la merveilleuse familiarité des Arméniens avec le monde des choses réelles. Et on est en 1930. Et ça faisait dire à Mandelstam que les Arméniens ne rêvent pas et qu'ils n'ont pas peur de leur temps. On est à l'inverse de ce que les Arméniens de la diaspora aujourd'hui peuvent vivre. Certains se drapent de ces fictions, Oui. dues à la victimisation, dues au sentiment d'injustice. Et les 3 fictions qu'on a évoquées en début d'entretien, à savoir la victimisation, ce souhait d'une justice impossible et ce mythe de la totalité, ce mythe de la totalité n'existait pas chez les Arméniens en 1930. Oui. Et on peut évidemment réfléchir sur le pourquoi de cette mutation sociologique dans la diaspora. Mais il est frappant que Mandelstam, et Dieu sait les souffrances de cet homme, parvient à dire en 1930 que les Arméniens avaient une répulsion pour toute métaphysique. Pas de concept, la réalité, le concret. Donc là, c'est tu présentes ça comme un fait positif. Mais je le présente comme un fait positif et je le présente pour en revenir à la question, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre? C'est cet abandon du concret. C'est cette passion un peu triste des Arméniens pour la métaphysique. D'accord. Au motif du génocide, exception, horizon. Oui. Et sans tenir compte de leur cité, sans toujours tenir compte de leur cité, de la cité dans laquelle ils évoluent, sans être cohérents avec la couleur de leur passeport et en n'étant pas conscients des effets réels que ces 3 fictions génèrent dans leur quotidien. Oui. Et j'ai, dans mon essai, abordé plusieurs de ces effets réels qui m'ont poussé à réagir et qui m'ont poussé à réfléchir sur la situation ou l'aporie, donc l'absence d'évolution, l'absence de solution dans la diaspora contemporaine occidentale. Mais pour passer à... je pense que ta critique par rapport à l'absence de réflexion dans la diaspora, l'excessive centralité du génocide, un caractère un petit peu obsessionnel par rapport à la mémoire, tout ça, on peut entendre, et beaucoup de gens qui connaissent la communauté arménienne ou des Arméniens reconnaîtront ce dont tu parles. Mais on voudrait passer à l'étape suivante. Si ça n'est pas le projet, si ça n'est pas l'objet de notre engagement ou de l'engagement des Arméniens, alors... Quel est notre projet? Alors, tu as répondu en parlant d'engagement citoyen, de se tourner vers les autres. Mais si on parle d'un projet collectif, du projet que proposeraient des institutions arméniennes, le Comité des Arméniens, enfin l'Assemblée des représentants des Arméniens de Belgique, l'UGAB, le Tashnak Tsutyun ou d'autres organisations récemment nées ou à venir encore, puisque la liste des organisations n'est pas finalisée. Elle s'allonge. Oui, les jeunes Arméniens de Belgique, par exemple. Alors, quel projet, par exemple, est-ce qu'on peut proposer à ces organisations au niveau de la diaspora? Donc, quelle mobilisation collective a du sens? Et quel sens est-ce qu'on donne à l'identité arménienne? Quel sens pratique on peut donner à l'identité arménienne en diaspora à l'avenir? Alors, j'ai été fort influencé par les lectures d'un philologue, philosophe, un grand penseur qui est Georges Steiner. Georges Steiner est décédé il y a quelques années. Aussi un survivant de l'Holocauste. Il n'a pas souffert directement de l'Holocauste, Steiner. Alors Steiner voyait, qui était juif, Steiner voyait une vertu dans la diaspora. Et il donnait un exemple, et je vais répondre à la question juste après. Il donnait un exemple, il a dit « Faites la liste des prix Nobel, même à partir de 1948, des prix Nobel juifs et des prix Nobel israéliens. » Le prix Nobel israélien représente déjà ce qui est énorme pour un petit pays aussi récent, je crois 11 ou 12 prix Nobel. Et les prix Nobel juifs se comparent par dizaines, sinon par centaines. Donc il y a une vertu dans la diaspora. Moi je crois beaucoup à la diaspora.
je crois beaucoup à une diaspora qui aurait fait, non pas table rase du passé, mais table rase politique, sociologique et philosophique. Je pense que si les idées sont claires autour de la citoyenneté politique, et je m'en suis expliqué il y a peu maintenant, à savoir la loi du passeport, et la seule loi du passeport d'un point de vue politique. Et si les idées sont claires sur les engagements multiculturels, je suis convaincu qu'il y a une voie pour la diaspora. Et dans le livre, je plaide pour une contractualisation des engagements de la diaspora. C'est-à-dire que les institutions, puisque tu parlais des institutions, pourraient contractualiser, et je présume que tu songeais à ce qu'on peut faire pour l'Arménie, les institutions... Pas forcément. Ok, mais alors le modèle de la contractualisation fonctionne aussi très bien. Chaque institution a son objet social, ou sa raison d'être. Institution de la diaspora. De la diaspora, puisqu'on parle de la diaspora. Oui. Eh bien, chaque institution diasporique est parfaitement libre de mener à bien son projet associatif. Je n'y vois aucun inconvénient et c'est à encourager. Et plutôt que d'y voir une faiblesse, moi je trouve qu'il y a une grande richesse d'avoir cette floraison d'institutions diasporiques. Parce que plus on est, plus il y aura ce qu'on appelle la société civile. Absolument. Absolument. Et donc, moi, je reste très positif et confiant dans l'avenir de la diaspora, contrairement à d'autres, dès lors que cette table rase a été effectuée. Et donc, chaque association est parfaitement libre de mener les projets qu'elle entend mener dans un double respect. Et c'est là la limite. Le respect du pays dont on est issu et le respect également des institutions de la République d'Arménie. Parce que une chose est de s'engager pour le pays de notre passeport ou pour la cité dans laquelle on est résident, à défaut de passeport. Autre chose est de se substituer, de nouveau on en revient à la règle politique, de se substituer politiquement aux institutions et aux organes de la République d'Arménie. Parce que sinon on risque une délégitimation du projet. La République d'Arménie est ce qu'elle est. Et je ne parle pas de son gouvernement actuel pour ne pas personnaliser la discussion, mais de manière abstraite, conceptuelle, la République d'Arménie reste une démocratie, elle a ses institutions, et ce n'est pas à la diaspora et aux institutions de la diaspora de se substituer à elle. Comme tu le sais, il y a un courant dans la diaspora qui plaide pour que la diaspora soit représentée au Parlement arménien. Oui. Mais de nouveau, ça procède d'une fiction. Sur quelle base on va choisir ces représentants? À quel titre un non-porteur de passeport arménien pourrait-il siéger au Parlement arménien? Alors on me donne toujours l'exemple des Français résidant à l'étranger qui votent à l'étranger pour la France. C'est très bien, mais moi je ne suis pas porteur d'un passeport arménien et je n'ai aucune légitimité à voter pour un électeur. Mais je présume que ce dont on parle quand on parle de faire voter des Arméniens au Parlement arménien, ce sont les Arméniens qui ont la nationalité arménienne à l'étranger. Pas nécessairement. Il y a certaines institutions diasporiques qui considèrent que le seul fait d'être d'origine arménienne est constitutif d'un droit de vote et conférerait un statut d'électeur. Et donc là, de nouveau, on se fracasse contre la réalité politique, ce que j'appelle la loi du passeport. Mais pour en revenir à ta question, chaque institution en Belgique est libre de mener à bien son projet. Je n'y vois aucun inconvénient. On va arriver, et on risque d'arriver à un éclatement ou une forme de mosaïque de projets concurrents, contradictoires. Mais c'est ainsi, en l'absence d'organisation et en l'absence de structure. L'essentiel est que chaque membre de chaque institution s'épanouisse dans son projet et parvienne à mener ce qu'il considère être la meilleure manière d'assumer son identité culturelle arménienne, de préserver ce que l'on appelle communément son arménité, parce qu'il n'y a pas qu'une seule arménité. Je pense qu'il y a autant de manières de vivre son arménité qu'il y a de membres dans une diaspora. Et donc je me méfie des règles totalisantes, je me méfie des concentrations, je me méfie des associations totalisante et je crois beaucoup plus en la liberté de pensée de chacun, en la contractualisation, d'où mon expression contractualisation, dans l'échange de consentement opéré par les membres
d'une même collectivité et d'une diaspora. Oui. En parlant de ta critique avec des gens, ce qui nous est spontanément venu à l'esprit, c'est le projet, par exemple, de Rouben Vartanian, Oui. actuellement en prison à Bakou, pour 20 ans, enfin condamné à 20 ans de prison, je crois que c'est 20 ans, qui avait justement, je pense, enfin, il me semble, en tenant compte de ta critique, avant même que le livre soit publié, avait créé Aurora, qui est ce prix humanitaire qui transforme la mémoire du génocide, ou qui transcende, on va dire, la mémoire du génocide, en un prix humanitaire décerné à des gens qui agissent pour des victimes ailleurs dans le monde, des victimes qui n'ont rien à voir avec les Arméniens. Les bénéficiaires du prix ne sont pas arméniens, mais donc il ancre la mémoire du génocide. C'est le levier, c'est le levier social, c'est un levier éducatif, c'est un levier pour social. Agir à l'échelle du monde. Oui. Voilà, donc ça entre un petit peu dans tes démarches. Ça rentre tout à fait dans ma démarche. Et tu avais évoqué très aimablement au début d'entretien le colloque que j'avais co-organisé à l'Université libre de Bruxelles en 2015 sur les Justes. Et je ne voulais pas d'un colloque qui ne parlait ou qui ne traitait que des seuls Justes ottomans ou musulmans. J'ai ouvert le colloque, tu t'en souviendras, aux Justes allemands et polonais et aux Justes hutus. Parce qu'il y en a. Oui. Et c'est une manière également de tendre donc dans le cadre du génocide de la Shoah ou de la Shoah et du génocide de 1994 des Tutsis au Rwanda. Et donc le projet Aurora est né après le colloque de 2015 et les deux suivent le même chemin, c'est-à-dire un chemin qui n'est pas monopolistique ou arméno-centré ou génocido-centré. Oui. Mais ce génocide sert par ailleurs d'ouvre-boîte, d'ouvre-bouteille ou de levier vers une action sociale, une action citoyenne, politique, au sens que j'ai évoqué il y a quelques minutes. Oui. Grégoire, je te remercie beaucoup. Pour tenter de résumer toutes ces réflexions, ça a été une discussion vraiment très riche. Un livre qui donne à penser, un livre qui appelle à réfléchir et à passer à l'étape suivante. Au-delà de l'autocentrisme, la focalisation sur nous-mêmes, au-delà de la centralisation de la mémoire et de l'identité arménienne sur le génocide, développer une identité politique, culturelle arménienne en diaspora qui soit ouverte, qui soit tournée vers le monde et qui soit surtout, bien sûr, tournée vers l'avenir. Absolument. Comme je l'indique parfois, mon but n'était pas d'être aimable dans ce livre. Mon but était de donner du pensable. Et j'espère que ce livre suscitera du pensable au sein de la diaspora. Oui. Alors, à propos de ça, il y a des passages du livre qui peuvent vexer, qui peuvent gratter, comme on dit en anglais. Et donc, j'invite ceux qui nous écoutent à lire ce livre. S'il y a un passage du livre avec lequel ils sont en désaccord, à le faire savoir. Et puis surtout à contribuer à la réflexion qu'on doit tous mener par la suite sur ce que c'est que d'être arménien dans le monde, dans la diaspora. Je voudrais terminer avec un propos en lien direct avec ta dernière réflexion. Certainement, plusieurs personnes risquent d'être heurtées par l'un ou l'autre passage de cet essai qui est critique, mais critique non pas au sens de démolition, de destruction. Et je n'ai pas à m'en excuser. Je dis simplement que mon intention n'est pas de blesser, n'est pas de provoquer, n'est pas de heurter, n'est pas d'offenser. Ma seule ambition, bien modeste, est de provoquer du pensable et rien d'autre. Voilà, Grégoire, merci beaucoup. Grégoire Jacquier, merci beaucoup. Je rappelle à chacun le titre du livre, Le génocide des Arméniens de 1915 pour une sortie de minorité. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Belgahai pour d'autres émissions, d'autres interviews. Restez avec nous. Merci beaucoup.